Chapitre 4. Le chevalier en néon. L'humanité a toujours regardé vers le ciel pour trouver son chemin. Qui a donc prononcé ces mots ? Malgré les millénaires qu'a duré ma vie, je n'ai jamais trouvé l'origine de cette citation. Peut-être, si mes hôtes décident de m'exécuter, ne la trouverai-je jamais. Cependant, je pense que l'Inquisition est trop intelligente pour prendre une telle décision, qu'ils essaient de me tuer et les choses finiront mal pour eux. Mon frère Ahriman, dont la sagesse n'aurait pu être remise en cause, du moins avant qu'il ne laisse sa fierté obscurcir son jugement, aimait tout particulièrement cette citation. Avant que je ne revête de noir, lorsque la vérité était entre nous un symbole de fraternité plus fort encore que le sang, j'assistais souvent à ces cours magistraux sur la nature de notre espèce et sur cet univers que nous considérions comme nôtre. Lors de nos débats, il criait souvent ces mots et cela me faisait sourire, car je savais à quel point ils étaient vrais. L'humanité s'est toujours tournée vers les cieux en quête de réponses. Les premiers humains avaient porté leur regard vers le soleil et vénéraient cette boule de feu en fusion comme un dieu vivant dans le ciel. Pour eux, il apportait la vie, et chaque matin faisait fuir les ténèbres et les terreurs qu'elle renfermait. Il s'agit d'un puissant symbole. Même de nos jours, sur certains des mondes les plus primitifs de l'impérium mourant, il existe des cultures qui considèrent l'empereur comme un dieu soleil. Les institutions impériales se moquent bien de la manière dont son bétail humain vénère l'empereur, du moment que sa loyauté est absolue et que la dîme est payée. Lorsque les philosophes des anciennes cultures cessèrent de craindre les ténèbres, le ciel nocturne devint un jardin céleste dans lequel ils arrangèrent les planètes et les étoiles en constellations poétiques. Ils considéraient ces dernières comme les incarnations des dieux et des déesses qui veillaient sur l'humanité. Pendant tout ce temps, nous avons eu les yeux tournés vers le haut, à la recherche de réponses qui satisferaient notre curiosité insatiable. Cela vous dérange-t-il lorsque je dis « nous » ? Ai-je tort d'inclure ceux de mon espèce dans l'arbre génétique de l'humanité ? L'Imperium trahit son ignorance lorsqu'il professe que les 9 légions et les humains qui les servent sont une race si différente qu'elle est impossible à comprendre. La connaissance du warp n'est rien d'autre que cela, de la connaissance. Aucun changement, aucun secret, ni aucune vérité ne peut réécrire une âme dans son intégralité. Je ne suis pas humain. Je ne suis plus humain depuis mes 11 ans, lorsque les Thousand Sons m'ont enlevé à ma famille pour me transformer en une machine de guerre. Mais j'ai été bâti sur des fondations humaines. Mes émotions sont des émotions humaines, raffinées et concentrées au travers de sens post-humains. Mes cœurs sont humains, mais modifiés, et sont capables d'une haine et d'un désir immortel bien plus profond que tout ce que peuvent ressentir ceux qui appartiennent à mon espèce d'origine. Lorsque ceux des 9 légions pensent à l'humanité, ils voient, au-delà d'une source illimitée d'esclaves, des âmes sœurs. Nous ne vous considérons pas comme une espèce méritant notre mépris, mais comme un troupeau faible et ignorant qui doit être guidé par notre règne absolu. L'humanité est là où se trouvent nos racines. Vous n'êtes pas nos ennemis, vous êtes simplement une branche en dessous de nous sur le grand arbre de l'évolution. Alors oui, j'utilise nous. Avec le temps, l'humanité se tourna vers les étoiles en quête de savoir, plutôt que des questions de foi. Ces civilisations évoluèrent et cessèrent de vénérer les étoiles et les planètes. Ces mondes étaient pour elles des opportunités d'expansion. Les hommes se mirent à les cataloguer et à rêver de vaisseaux capables de les y emmener et peut-être d'y trouver la vie. Mais nous en voulions toujours plus, et bientôt, nous trouvâmes autre chose. Le warp, l'empyréan, le grand océan, la mer des âmes. Lorsque l'humanité découvrit le warp et commença à s'en servir pour parcourir des distances inimaginables, nous ne savions pratiquement rien des esprits malveillants qui résident au cœur de ces marais éternels. Nous vîmes des créatures étranges qui vivaient dans les terres, mais pas la malice qu'elles portaient en elles,
ni les intelligences maléfiques qui leur avaient donné naissance. Nous ne vîmes qu'une réalité différente de la nôtre, un océan en mouvement constant qui rendait possible en quelques semaines des voyages qui auraient pu prendre des siècles. Protégés derrière des champs de géleurs, bulles de réalité impénétrables, les premiers empyronautes emmenèrent notre espèce vers les étoiles les plus lointaines et sur des mondes baignés de leurs lumières étranges. Nous n'avions pas la moindre idée de ce qu'était la vérité. En ces temps d'ignorance bienheureuse, nous ne nous doutions pas le moins du monde que nous naviguions en enfer. Nous ne savons rien des choses qui se mourraient dans ces courants, attendant patiemment que nos émotions leur donnent forme. Les habitants du Warp ont d'innombrables noms, au travers d'innombrables cultures. Je les ai entendus être appelés les sans-âme, les Tengu, Shedim, Daemonion, Numen, Fantômes, Spectres et Daeva, les Déchus, les Jamélés et un million d'autres noms. Tous ces noms cependant, à travers 10 000 cultures différentes, ont la même signification. Démons. À l'instant même où j'écartais les rebords de la fissure, Mékari et Jedor ouvrirent le feu de concert. Le rugissement de leurs armes était assourdi par l'absence d'atmosphère sur le pont de commandement, mais la culasse de leurs bolters allait et venait dans une synchronisation parfaite. Le premier Jamenais s'extirpa du conduit vers la froide réalité et fut cueilli par une volée de projectiles qui déchiquetèrent sa chair pâle en lambeaux humides d'ichor éthérique. Bien que mon sens de la vue ne soit plus lié à celui d'Azurkai, notre connexion restait suffisamment forte pour que je puisse ressentir son état d'esprit et ses actions. Il montait la garde près de la sortie du conduit sur le pont du Tlaloc et était flanqué d'une escouade de Rubricae qui faisait pleuvoir un déluge de bolts sur les créatures qui essayaient d'en sortir. Je n'avais pas la même puissance de feu à ma disposition, mais le flux de Jamenais sortant de mon côté de la brèche était suffisamment faible pour être contenu par Mékari et Jedor. Gyr était un tourbillon de ténèbres, un démon déguisé en loup, et elle se repaissait avec abandon des entrailles des créatures éthériques. Lorsque les érudits impériaux prêchent contre la menace des habitants du Warp, comme s'il s'agissait d'une horde unie dans le but de détruire l'humanité, ils se trompent profondément. Il existe une infinité d'espèces et de sous-espèces de démons, et ils se battent entre eux bien plus souvent qu'ils ne s'en prennent aux simples mortels. Même ceux qui appartiennent à un même panthéon dévorent parfois leurs cousins, que ce soit à cause de la haine inexhaustible qui les anime, ou des pactes impies auxquels ils sont liés. J'ai vu des mondes entiers dévorés par des hordes dont l'allégeance allait à un dieu de la guerre, incarnés dans le monde réel et menés par une fraction seulement de la psyché de leur père. Ils ne connaissaient que la haine et sont animés par une soif de sang insatiable. Les enfants des autres dieux sont leurs semblables. Ils les mènent leur propre guerre selon leurs propres coutumes. Gyr était liée à moi par un pacte de sang et d'âme. Malgré cela, elle avait combattu et détruit les siens pendant une éternité avant de volontairement devenir mon allié. Ici, au cœur de la tempête, les premiers jamais nés à atteindre le conduit étaient des créatures faibles et peu menaçantes, qui mouraient avant de pouvoir représenter un danger quelconque. Leurs puissants cousins s'éveilleraient bientôt cependant et seraient attirés vers le conduit par la chaleur de mon âme et les battements réguliers de mes cœurs. Mais nous avions le temps. Mon frère et moi n'en étions pas à notre coup d'essai, loin de là. Le vaisseau vibra sous nos pieds. Des torpilles d'assaut, et elles étaient proches. Je frappai les têtes des 3 créatures d'un revers de Saerne et envoyai leurs corps décapités valser en bas des escaliers d'un coup de pied. « Je te conseille de te hâter, » répéta Azurkai. « Ouais, tu ne peux pas avoir de problème de ton côté, » pulsai-je. « Tu as une escouade de Rubricae avec toi. »« Je suis davantage inquiet à cause de la flotte de combat qui se rapproche de nous à toute vitesse. Ton arrogance et celle de Léor
nous ont garanti de devenir la cible de leurs armes si nous traînons. Les empereurs Children vont nous rattraper. Le vaisseau n'est qu'à 6 minutes de son retour dans la tempête. Souhaites-tu traverser le conduit à ce moment-là? Pouvons-nous seulement maintenir la stabilité avec toutes ces turbulences? Un sermon ici et maintenant, c'est toujours la même chose. Je suis prêt. Quelque chose s'agrippa à mon tibia. Je baissai les yeux et vis une créature aux membres à vif et aux organes exposés. Je l'écrasai sous ma botte. Il est impossible de voir les démons directement. Ce sont des créatures nées des émotions et des cauchemars des mortels, des fragments de la conscience ancestrale des dieux éternels. Pour être plus précis, l'essence des mortels. Même ceux instruits dans les arts éthériques ont du mal à apercevoir clairement les formes incarnées que prennent les jamais-nés. En leur présence, nos esprits essayent d'appliquer leur méthode de raisonnement classique à des phénomènes qu'ils ne sont tout simplement pas équipés pour comprendre. Peu importe à quel point nous essayons, nous restons des esprits humains, témoins des choses qui ne devraient pas exister. Au mieux, les jamais-nés nous apparaissent comme entourés d'une aura floue et mouvante, comme un mirage dans le désert. Au pire, et bien plus fréquemment, la seule chose que nos sens parviennent à capter de leur incarnation physique est une vague impression de malaise, une odeur désagréable ou peut-être la réminiscence d'un souvenir étranger. Chair rouge, peau claire, croc, une odeur sèche de cannelle et de putréfaction, la menace d'une lame, des yeux brillants dans les ténèbres, une épée de fer noir parlant dans une langue oubliée, l'ombre d'elle, la laine d'un prédateur, des griffes portant le baiser acide d'un poison toxique. Quelque chose me sauta dessus depuis le côté et s'agrippa à la visière de mon casque. Je vis brièvement à travers mes oculaires une masse de chair crue essayer d'enrouler un membre dégoûtant autour de mon cou. J'arrachai la créature d'un geste brusque et l'entendis hurler dans mon esprit d'une voix trop humaine. Une forme sanguinolente était en train de se dissoudre entre les mâchoires de gire comme une volute de fumée. Je me retournai pour abattre Saerne sur une créature d'une maigreur impossible, dont les doigts étaient tels des scalpels. Les deux moitiés de la chose allèrent s'écraser sur le pont. « Merci », dis-je mentalement en gire. « Maintenant, va, je reste, je me bats, je tue. Non, va !» La louve, dont la fourrure était faite de fumée et de feu noir, s'élança et bondit à travers la faille de la réalité. Elle s'écrasa contre la forme indistincte d'un jamais-né qui essayait de se frayer un passage vers le monde réel, le lacéra de ses griffes et de ses crocs, puis ils disparurent tous les deux dans les ténèbres du conduit. « J'irai traverser !» La voix d'Azurkai résonna dans mon esprit au moment même où la louve avait disparu. C'était au tour de Mékari de Jedor. « Retournez au vaisseau !»« Caillon !» Jedor m'envoya ce simple mot en signe d'agrément. Les deux rubricae se mirent en marche tout en faisant feu de leurs armes. Des griffes frappèrent leurs armures sans le moindre résultat, et ils s'engagèrent dans le conduit. Juste avant qu'ils ne disparaissent, un bolt de Mékari fit exploser une créature qui avait l'air faite de morceaux de chair empilés les uns sur les autres. « Mékari est là !» pulsa Azurkai. « Et Jedor ?»« Seulement Mékari. » Mon inquiétude envoya une onde psychique qui fit vibrer le conduit. Je pouvais voir le puits de ténèbres sans fond qui se tenait devant moi, et je pouvais sentir Azurkai de l'autre côté. L'odeur de chair démoniaque brûlée asseyait mes sens. Ce ne serait plus long maintenant, plus long du tout. Des nouvelles de Jedor ? Aucun signe de lui, répondit Azurkai. Nous sommes sous le feu, Caillon. Nous n'avons pas le temps de faire du sentiment. Mais je ne pouvais pas m'y résoudre. Je devais garder le conduit ouvert. Je me reconcentrais auprès d'une augmentation de mes temps de réaction. Garder le conduit ouvert me demandait un réel effort, similaire au fait d'avoir à se battre tout en portant une lourde charge. Mais je devais rester au moment même où je traverserais, le passage se refermerait. Mais Jedor... Ce n'est qu'un rubricae, c'est quand dur. Bouge ! Je lui obéis presque par pur instinct. Cela faisait partie de la tradition de notre légion d'attribuer chaque jeune sorcier à un vétéran et d'encourager la formation des fraternités entre individus partageant les mêmes intérêts. Azurkai avait été mon mentor avant de devenir mon frère. Il avait été l'un des plus dévoués à la tâche de me guider dans mon apprentissage de l'art. Je n'étais plus un élève obligé d'obéir à ses ordres.
Avant l'hérésie, j'avais été son officier supérieur et le Tlaloc était mon navire. Je ne l'abandonnerai pas. Je vais maintenir le conduit ouvert et toi aussi. Cerne découpa une chose faite de verre sanguinolent. Son sang me gicla dessus et recouvrit mon armure de motifs qui aurait sans doute eu une signification pour un devin comme Azurkai. Avant que mon ancien maître ne puisse me répondre, Jedor jaillit du conduit, recouvert de la tête aux pieds d'une masse de chair visqueuse. Des bouches recouvraient la surface de la créature et essayaient sans succès de pénétrer la céramique. Mais la pression que la chose exerçait sur l'armure menaçait de la faire céder. Je ne pouvais utiliser ma hache sans risquer de toucher Jedor, et je ne pouvais lui tirer dessus pour la même raison. Mon pistolet était un imposant Kajuscuro, une arme laser à canon triple forgée bien des siècles avant l'hérésie. Si je faisais feu sur la créature avec une telle arme, elle s'embraserait et Jedor serait incinéré avec elle. Un jet de poussière sous pression s'échappa d'une fissure au niveau de la gorge de Jedor. Je n'eus d'autre choix que de détourner une partie de ma concentration, ne serait-ce que pour une seconde. Lorsque j'appelle la maîtrise de nos pouvoirs psychiques l'art, je n'essaye pas d'en faire quelque chose de plus compliqué que cela ne l'est en réalité, ou de recouvrir la discipline d'une quelconque vernis mystique dénué de substance. Il s'agit simplement d'un savoir-faire comme les autres, qui demande étude, entraînement, pratique et surtout énormément d'efforts à maîtriser. Un véritable contrôle exige une mise en place rituelle et le mélange délicat de plusieurs disciplines afin de tisser les énergies éthériques et de leur donner une consistance dans le monde réel. Mais les expressions les plus basiques de ce genre de pouvoir, toucher, tirer, brûler, demandent bien peu d'entraînement. En vérité, ces choses-là peuvent venir naturellement, même à un individu sans la moindre pratique. À ce moment précis, je n'essayais pas de tisser quoi que ce soit, ni d'étendre mes sens comme je le faisais si souvent. Je tirais, à l'aide de toute ma puissance télékinésique. J'arrachais l'amalgame de chair du corps de mon frère d'une violente vague d'énergie mentale. Cela disloqua l'essentiel de la créature, dont seuls quelques lambeaux sanguinolents restèrent pendus aux membres de Jedor. J'attendis le temps d'un demi-battement de cœur avant de propulser la chose vers la console de commandement d'un revers de la main. Le Jamenné alla exploser contre une paroi dans un nuage de sang cristallisé. « Retourne au vaisseau !» pulsa-je à Jedor alors que je repoussais notre créature, le temps qu'il puisse se relever. Une vague de démons se déversait maintenant du conduit et se répandait sur le pont. Les Jamenné étaient à présent d'une taille plus imposante, car plus je gardais le passage ouvert longtemps, plus grandes étaient les chances d'attirer l'attention de puissants démons. J'enfonçai ma hache dans le gosier d'une créature insectoïde avec une pensée de pitié pour la pauvre âme qui avait conjuré une telle abomination. Jedor finit par se remettre debout, le jet de poussière qui s'échappait de sa gorge toujours présent. « Sorcier !» J'entendis la voix distordue sur le canal Vox. « Léor ?»« Caillon !» Il avait l'air à bout de souffle, comme s'il était pris au beau milieu d'un combat. « Ils ont détruit notre navette. Est-ce que tu peux nous sortir de là ?» La situation avec Jedor avait requis toute mon attention, et je me rendis soudain compte que j'avais complètement négligé notre canal Vox partagé. La voix de Léor me ramena à la réalité du combat et à l'envergure de la bataille qui avait lieu en ce moment même. Je dois avouer que lorsque les World Eaters et les Sons of Horus avaient abandonné le port, je les avais considérés comme morts. Inutile d'insister sur le fait que les empereurs Children nous tenaient le couteau sous la gorge et que le Eyes Sujonson grouillait de guerriers de la 3e. Il est vrai qu'il n'est aisé de juger la tentative d'évasion avortée de Léort et de Falcus, car je disposais d'un moyen de m'enfuir sans me soucier du Storm Eagle que nous avions abandonné dans un hangar quelques ponts plus bas. « Je peux vous amener sur le Tlaloc si vous revenez ici immédiatement !» Léor fut le premier à arriver, son armure entourée d'une aura de gemmes de sang flottant en apesanteur. Il émergea sur le pont, la lame tronçonneuse de sa hache activée, mais silencieuse dans cet espace privé d'atmosphère. Une poignée de ses hommes déboucha sur ses talons, eux aussi entourés d'un étrange halo sanglant et l'épée tronçonneuse à la main. Léor grogna lorsque ses bottes s'arrimèrent sur le sol de la plateforme. À ce moment précis, je pus ressentir deux choses distinctes.
La première était le dégoût provoqué chez lui par la vue des horreurs qui se déversaient du conduit. La seconde était le martèlement de ses implants crâniens, ces amplificateurs d'agressivité primitivement branchés sur son cortex cérébral. Ces derniers déversaient une chaleur intense dans la psyché de Léor et provoquaient sur son visage une série de tics nerveux. Je serrai le poing, pulvérisant ainsi la créature que je tenais dans ma poignée télékinétique. La chose fut réduite en lambeaux fumants. « Allez !» dis-je aux 7 World Eaters survivants. La faille dans la réalité était si noire et intense qu'on aurait dit l'intérieur d'un organisme vivant. « Traversez !» J'ajoutai une pulsation mentale à ce dernier mot afin de dissiper le voile rouge qui recouvrait leurs esprits. Il se mit à courir vers le conduit, en ignorant les Jamenais qui grouillaient autour d'eux. « Nous, d'un coup, on dirait que nous avons des World Eaters à bord !» Le ton d'Azurkai était teinté d'exaspération. « Combien ?»« 6. Il y en aura 7. »« Tu aurais dû me prévenir, Caillon. Mes rubricae ont failli les mettre en pièces. » D'autres âmes approchaient. Je les entendis comme s'il s'agissait de soupirs emportés par le vent ou de fragments de souvenirs appartenant à quelqu'un d'autre. Un groupe désordonné d'empereurs Children, vêtus de noir, rehaussés d'argent et de rose corail, émergea sur la stratégium par l'entrée principale. Plusieurs d'entre eux se mirent à ramper au mur et au plafond. Ils avaient tous le regard rivé sur moi, et les premiers d'entre eux levèrent leurs bolters dans ma direction à l'unisson. Mes oculaires s'activèrent et marquèrent chaque menace d'un réticule secondaire. Ils firent feu, et je vis les flammes sortir des canons de leurs armes. Mes sens étaient encore essentiellement tournés vers le maintien du conduit, et percevaient davantage le monde spectral que l'univers réel. Je pouvais voir l'aura de chacun des guerriers, et les émanations fiévreuses de leurs émotions, de leurs pensées. Au même instant, je pus distinguer la trajectoire de chacun de leurs projectiles, et je sus exactement où ils atterriraient si je les laissais faire. Je levai la main, paume tournée vers les intrus. Tout avait l'air tellement lent. Cela ne pouvait pas vraiment être le cas, car la scène ne dura pas plus de 2 battements de cœur. Mais une sensation de ralentissement du temps est fréquente lors de l'utilisation de pouvoirs psychiques. Lorsqu'un sorcier utilise ses pouvoirs pour manipuler l'éther, le monde réel lui paraît souvent bien banal et bien lent. Une fois mes mains levées vers les empereurs Children, je prononçai ces quelques mots avec le plus grand calme. Je ne crois pas. Les projectiles explosèrent contre la barrière psychique que j'avais érigée devant moi. Une fois que le champ de force eut rempli son office, je le laissai se dissoudre. Jedor était toujours en train de faire feu, mais il concentrait ses tirs sur les Jamenais. Léor avait pointé son bolter lourd sur les empereurs Children et attendait que je lui fasse signe. Je baissai les mains, mais les empereurs Children s'abstinrent de tirer à nouveau. Je pouvais percevoir leur malaise effleurer mes sens, salé comme de la sueur et aigre comme de la bile. « Sorcier !» c'est ce que leur esprit sifflait. « Sorcier, sorcier, n'avancez pas, soyez prudents, sorcier !» Le chef de l'escouade atterrit sur le sol et activa le verrouillage magnétique de ses bottes. Son épée pendait à sa ceinture et sa plaque faciale était un masque mortuaire argenté, représentant un visage d'une sérénité absolue. On aurait dit une image d'Épinal, tout droit tirée des plus grandioses mythes de l'ancienne Terra. « Capitaine Caillon, quelle voix !» C'était la voix douce d'un homme habitué à prêcher derrière un pupitre, une voix capable de faire chavirer les âmes et de purifier les consciences. « J'aimerais vous parler avant que vous ne vous enfuyiez. » Son armure était noire, rehaussée de plaques d'une couleur rose métallique. Des protubérances osseuses étaient visibles à travers la céramite, élégante et recouverte de runes chémosiennes dont je ne pouvais que deviner la signification. Au premier abord, j'eus l'impression qu'une cape de peau à vif recouvrait ses épaules. L'illusion fut brisée au moment où une série de visages se mit à bouger à la surface du vêtement. Pour mon système d'assistance à la visée, il ne s'agissait de rien de plus que des morceaux de chair. Mais ma seconde vue les percevait pour ce qu'ils étaient réellement. Des âmes en peine condamnées à une éternité de tourments. « N'essayez pas de me tirer dessus, » répondis-je. « Je trouve cela particulièrement irritant. »« J'ai bien remarqué. Ne me reconnaissez-vous pas ?» Ce n'était pas le cas, et je le lui fis savoir.
J'avais rencontré des centaines de frères et de cousins des 9 légions depuis le début de notre exil dans l'œil. Mais malgré le fait que bon nombre d'entre nous avaient été victimes de mutations dues à la caresse du warp, je n'avais jamais vu personne portant un tel manteau, et je ne reconnaissais pas les changements qui avaient transformé son armure. Il n'était plus le Space Marine qu'il avait autrefois été, mais c'était là notre lot à tous, pour le meilleur comme pour le pire. Tel Machon, il me donna son nom d'une voix douce qui suggérait la bonté plutôt que la faiblesse. Autrefois, capitaine Tel Machon, Liras, de la 3e Légion, 51e compagnie. Mes mains se serrèrent sur la poignée de Cerne. Il le vit et inclina la tête. « Maintenant, tu me reconnais, dit-il. »« Oh oui, c'était le cas maintenant. Et j'avais le chevalier en Aillon avec moi. » La tentation se mit à brûler dans mes veines chaudes et aiguisées, si réelle que je pouvais la sentir physiquement. « Va !» dis-je à Jedor. Il obéit et il disparut dans le conduit tout en continuant à tirer sur les Jamenais. Azur-Kai me contacta immédiatement. « Jedor a traversé. » Au moment où Azur-Kai prononçait ces mots, un immense poids nous tomba tous dessus. La gravité artificielle enserra le vaisseau de sa poigne, et les humiglobes du pont revinrent à la vie pour la première fois depuis des siècles. Les cadavres qui flottaient en apesanteur autour de nous retombèrent sur le sol et se brisèrent sous l'impact. La faible lumière qui régnait maintenant sur le pont nous illuminait, nous qui osions nous adonner à un bain de sang égoïste au cœur de cet ancestral tombeau spatial. Léor poussa un juron. Il avait été jeté à genoux par la survenue de la gravité et luttait pour se remettre debout. Ils avaient réactivé les générateurs, sans doute pour faire exploser la carcasse du vaisseau, ou peut-être seulement pour y récupérer du matériel. La présence de tant de formes de vie autour de moi dans cet environnement glacial enflammait mes sens. Davantage d'empereurs Children arrivaient maintenant sur la passerelle. Encore, et encore, et encore. Maintenant qu'ils savaient de quoi j'étais capable, Tel Machon et ses hommes redoublèrent de prudence. Léor leva le canon de son bolter lourd, mais je lui fis signe de rabaisser son arme d'un geste de la main. Sans plus rien, ni personne, pour le maintenir ouvert, le conduit s'effondra sur lui-même. Les hurlements des Jamenais se turent, mais pas avant qu'une dernière créature ne se précipite dans la salle. Il s'agissait d'une chasseuse noire, sauvage et grondante. « Je t'ai donné l'ordre de retourner au vaisseau !» lui transmis-je. Je ne reçus en retour qu'un mélange de dévouement et de défiance. « Là où vous chassez, je chasse, ma louve loyale et bien-aimée. Cache-toi, lui ordonnai-je, et tiens-toi prête. » Gyr disparut dans mon ombre, et je sentis la sauvagerie de son âme caresser la mienne. Elle s'arma de patience, cachée, affamée. Sans un mot, je lançai une carte de tarot sur le pont, et attendis que les empereurs Children périssent.